Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Intelligence artificielle, ChatGPT, métaverse. Ce sont des mots qu'on entend depuis quelques mois dans l'actualité, qui résonnent un peu comme des buzzwords. Mais pour autant, comment vont-ils révolutionner le monde de l'éducation? Est-ce que demain, il faudra enfiler des masques pour faire des cours de maths? On en parle dans quelques instants dans notre question du jour. Les contes préférés de vos enfants, maintenant disponibles en format audio. C'est une très belle initiative de l'École des loisirs et on va la découvrir en deuxième partie de cette émission. Et puis dans sa chronique, Guillaume Buand va faire la lumière sur Octobre Rose et son histoire. À quoi ça correspond cet événement? On en parle tout de suite et on retrouve d'ailleurs Guillaume tout de suite dans l'actualité en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. On commence avec le top départ ce lundi de la campagne de vaccination contre le papillomavirus. Une campagne promise par Emmanuel Macron dès le début de l'année. Elle est d'ailleurs entièrement prise en charge par la sécurité sociale. Elle concerne à la fois les filles, mais aussi cette année les garçons et ceux dès la classe de 5e. Le démarrage est prévu dans les collèges publics, dans les collèges privés sous contrat qui sont également volontaires. La vaccination est soumise au consentement bien sûr des parents. Alors il y a 2 phases et 2 doses qui seront données cet automne et cet hiver, et la seconde ce sera 6 mois plus tard. Le gouvernement vise 80% de vaccination de cette classe d'âge d'ici 2030, car aujourd'hui c'est quand même moins de la moitié des adolescents qui sont vaccinés. D'ailleurs en France, chaque année, les HPV pour Human Papillomavirus sont responsables de plus de 30 000 lésions précancéreuses du col de l'utérus, de plus de 6 000 nouveaux cas par exemple de cancer, dont celui du col de l'utérus qui provoque d'ailleurs plus de 1000 décès par an. On parle aussi de cancer de la vulve, du vagin, mais aussi de l'anus ou encore du pénis. On poursuit avec la politique et le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, qui s'est de nouveau exprimé sur le retour possible de l'uniforme à l'école. Et écoutez ce que disait le ministre justement sur RTL, c'était au début du mois. J'invite ces élus à se rapprocher de mes services pour proposer concrètement les établissements dans lesquels ils souhaiteraient expérimenter une tenue scolaire unique. Et j'annoncerai à l'automne les modalités d'expérimentation. Le ministre donc invité d'RTL au début du mois de septembre, et bien ce week-end dans son train qui le ramenait de Lorient à Paris, Gabriel Attal en a profité pour proposer à ses abonnés d'Instagram une session de questions-réponses. On sait le ministre très friand de ce réseau social, lui qui a 34 ans, interrogé sur l'uniforme à l'école, le locataire de la rue de Grenelle a indiqué vouloir lancer une expérimentation d'ampleur afin de faire progresser le débat. Sa position n'a donc pas changé et toujours sur Instagram, Gabriel Attal a promis qu'il expérimenterait justement en novembre et indiquerait les modalités sur cet uniforme. C'est donc dans quelques mois. Et ben voilà, le plus influenceur des ministres de l'Éducation, Gabriel Attal. Après la divulgation du calendrier des épreuves du bac et du brevet, les 2 retardés, sortez à nouveau vos agendas puisqu'on en sait plus sur les dates de Parcoursup. Rien de neuf à l'horizon. Non, rien de neuf. Un mois après la rentrée des élèves de terminale, il faut d'ores et déjà penser à Parcoursup. Notez, dès le 17 janvier jusqu'au 14 mars, les candidats au bac pourront donc s'inscrire et formuler leurs vœux sur la plateforme. Le site d'information parcoursup.fr, qui héberge le moteur de recherche pour se renseigner sur les formations, va ouvrir le 20 décembre. Ensuite, les lycéens vont pouvoir avoir jusqu'au 3 avril prochain pour compléter leur dossier et confirmer leurs vœux. Et la phase principale d'admission pendant laquelle les candidats auront déjà les premières réponses. Elle va commencer le 30 mai. Une phase complémentaire d'ailleurs, en cas de deuxième réponse, ce sera le 11 juin, juste avant donc, on l'évoquait, les épreuves du baccalauréat. Et on souhaite plein de courage pour cette année aux élèves et aux parents surtout de terminale. On va parler à présent de ce rapport dévoilé par le Haut Conseil de l'égalité entre les hommes et les femmes. 90% des contenus pornographiques contiennent de la violence physique ou verbale. Un rapport choc, il faut le dire. Et d'ailleurs, ces violences sont pénalement répréhensibles. Certaines celles relèvent d'ailleurs de la définition juridique des actes de torture et de barbarie. Un rapport tout simplement intitulé « Pornocriminalité, mettons fin à l'impunité de l'industrie pornographique ». Alors ces experts ont analysé des dizaines et des dizaines de vidéos, notamment sur les 4 principales plateformes pornographiques, dont Pornhub. Certains de ces sites attirent même 14 millions de visiteurs par mois. 230 pages qui ont donc atterri sur le bureau de la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Bérangère Couillard, qui était invitée ce week-end d'Europe 1. La ministre annonce la mise en place de cours d'empathie pour faire sortir justement les jeunes de ces écrans. C'est qu'on met en place des cours d'empathie donc pour la maternelle et la primaire, et on va mettre en place ces cours à la vie affective et sexuelle pour les collégiens et lycéens. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on ait des jeunes qui n'aillent plus, ou aillent moins, ou en tout cas se rendent compte que ce qu'ils voient sur
les sites pornographiques n'est pas la réalité. n'est pas un miroir de la réalité. Mais non, ce n'est pas un miroir de la réalité. Et il faut arriver à leur présenter, en tout cas, la vie affective et sexuelle d'une autre manière. Et d'une manière qui est plus réelle. La ministre donc Bérangère Couillard, invitée d'Europe 1 ce week-end. Par ailleurs, la HCE a fait 10 propositions au gouvernement. On a notamment l'attribution d'un rôle de police administrative à Pharos, la plateforme du ministère de l'Intérieur, pour demander le retrait, voire le blocage de certaines vidéos. Donner le pouvoir également à l'ARCOM, l'agence de régulation, pour bloquer les sites pornographiques qui ne mettent pas en place de contrôle d'âge. Et puis mettre 3 séances d'éducation sexuelle à l'école, incluant notamment une critique de la pornographie. Et puis à noter que si la thématique vous intéresse, il y a eu un excellent doc de Cache Investigation sur le sujet qui est disponible sur France TV Replay. On va terminer avec une très belle initiative à Avignon, l'ouverture d'une épicerie sociale pour les étudiants. Oui, il en faut des belles initiatives alors que le coût de la rentrée augmente plus 9% sur un an dans cette ville du sud de la France, selon l'indicateur Inter. Asso, la fédération étudiante ouvre près de l'université une épicerie solidaire et sociale, le lieu qui propose aux bénéficiaires simplement des produits à prix cassé, légumes, des fruits, des pâtes, des produits d'hygiène. Il s'agit principalement de dons de la part de la banque alimentaire. L'inscription est toutefois obligatoire et sachez que c'est en lien avec la mairie de l'Avignon. Le Crous et l'université et Interasso donc bouclent ce dossier. Il va y avoir une inauguration officielle avec un partenariat signé sur à minima 3 ans. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces informations. On va ouvrir désormais un dossier passionnant, celui de la révolution numérique dans le domaine de l'éducation. Ça fait maintenant 1 an que ChatGPT a fait son entrée dans le vocabulaire des lycéens et des étudiants. Et on ne va pas se mentir, beaucoup des exercices qu'ils rendent aujourd'hui des devoirs maison sont faits grâce à l'intelligence artificielle. Et puis, il y a le métaverse dont on a beaucoup parlé il y a 2 ans, mais dont on n'entend plus trop parler dans le domaine de l'éducation. Alors, au-delà des buzzwords, au-delà des effets d'annonce, quels impacts concrets de ces nouvelles technologies sur l'éducation, on en parle tout de suite dans la question du jour, garantie 100% sans ChatGPT. Pour évoquer tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir Raphaël Dohan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, fonctionnaire, essayiste, élu des Yvelines et membre du conseil scientifique de la Fondation Kairos pour l'innovation éducative. Et puis nous sommes à distance avec vous, Philippe Latombe, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député de la Vendée et membre de la commission des lois. J'ai envie de débuter cette interview avec vous, Raphaël Dohan. Vous avez réalisé un rêve de pas mal d'élèves, réalisé un travail complet, en l'occurrence un livre, à l'aide d'outils de génération de langage, ChatGPT. Votre éditeur, il n'a pas tiqué quand il a reçu votre ouvrage? Alors c'était prévu avec lui. J'avais parlé de l'idée au tout début et le but c'était justement de faire quelque chose d'expérimental, mais en essayant de faire un livre qui ne soit pas juste le remplacement de ce que j'aurais pu faire autrement et au contraire d'essayer de tenter un livre qui ne pouvait pas être fait auparavant en fait. Quelque chose de vraiment nouveau que permet un outil comme l'IA générative. Et donc, la rédaction du livre, d'ailleurs, n'a pas été aussi simple que d'appuyer sur un bouton pour faire générer le livre entier. Pourquoi ça ne pouvait pas être fait autrement? Alors, est-ce que vous pouvez nous donner déjà le titre de l'ouvrage? Alors, ça s'appelle « Si Rome n'avait pas chuté ». Et en fait, ça prend la forme d'une uchronie, parce que, pour plusieurs raisons, mais notamment parce que, justement, les modèles de langage comme ChatGPT ont évidemment un problème par leur structure même pour vérifier les informations qu'ils donnent. Et donc, pour faire de l'histoire rigoureuse, parce que moi, auparavant, j'avais fait des livres d'histoire, ça aurait été un problème d'inventer des anecdotes, des faits, de se tromper sur des dates, etc. Mais pour l'uchronie qui consiste à imaginer ce qui se serait passé dans l'histoire si un événement avait changé, tout d'un coup ça devient plutôt intéressant parce qu'au contraire il s'agit de permettre à la machine d'imaginer ce qui ne s'est pas passé précisément. Et donc en fait ça m'a servi un peu comme une sorte de partenaire pour imaginer des idées que je n'aurais pas eu autrement, parce que j'ai pas la même sensibilité, si je peux dire, que la machine, parce que j'aurais été mené à certaines tendances, certaines idées, certains réflexes de pensée que la machine me permet d'éviter ou de contourner. Et donc c'est comme ça que je le vois, c'est vraiment une aide à la réflexion, une sorte de stimulant pour la créativité. C'est facile à faire. Est-ce qu'on a juste à rentrer quelques lignes et ça le fait, ou il faut quand même une démarche réflexive derrière? Il y a quand même une assez grosse démarche quasi architecturale en fait pour prévoir la construction du livre. Alors sachant que mon livre n'est pas entièrement du tout rédigé par intelligence artificielle, il y en a la moitié où en fait je commente d'un point de vue historique ce qu'a imaginé l'intelligence artificielle sur cette histoire alternative. Mais même la partie rédigée par IA, elle est quand même assez structurée. Ce sont plein de petits morceaux en fait de génération faits par l'IA qu'ensuite il faut recoudre, retravailler. Donc c'est pas du tout automatique pour l'instant. Mais
On franchit quand même un cap, c'est-à-dire que pendant des années, il y avait cette analogie par exemple avec la calculatrice. On disait les ordinateurs, l'intelligence artificielle, ça remplacera jamais notre intelligence à nous, c'est comme la calculatrice, ça ne nous empêche pas de calculer. Là, la différence, c'est que ces outils-là d'intelligence artificielle viennent sur le fondement même de nos acquis, c'est-à-dire la pensée, c'est-à-dire que d'une certaine façon, ils pensent à notre place, ils produisent à notre place. C'est assez inédit, notamment dans le domaine de l'éducation, et ça pose des questions sur notre place à nous et la manière dont nos enfants vont les utiliser ou pas et vont se modeler une nouvelle forme de pensée. Je ne sais pas s'ils pensent à notre place au sens propre, mais effectivement, en tout cas, ça automatise des tâches que auparavant on pensait réservées à nos propres capacités cognitives, en fait. Et donc des tâches où nous on devait penser, la machine peut le faire, peut-être sans penser d'ailleurs, enfin, probablement. Et donc ça remet en question beaucoup de choses dans notre organisation du travail et aussi des études, parce que voilà, en fait, on se rend compte que un peu comme la mécanisation pendant la révolution industrielle, en fait, il y a beaucoup de tâches que fait notre cerveau. Finalement, n'ont peut-être pas besoin d'être faites par nous-mêmes, ils peuvent être déléguées à une machine. La question, c'est de savoir ensuite, surtout du point de vue de l'éducation, les tâches qu'on peut abandonner à la machine sans danger ou sans dommage, et celles où en fait on y gagnait quelque chose à les faire nous-mêmes, et notamment pour la construction du cerveau. Pour utiliser une calculatrice, il faut d'abord apprendre ces tables de multiplication. En tout cas, c'est mieux. Et c'est mieux même pour la pensée de savoir un peu ces tables de multiplication avant de le faire systématiquement avec une calculette. Philippe Latombe, je me tourne vers vous. Des textes de loi produits 100% par des intelligences artificielles, est-ce que ça risque d'arriver? Est-ce que bientôt, finalement, le travail de député pourrait être ChatGPTisé? C'est une vraie crainte, en tout cas, ça fait partie des choses qu'on regarde à l'Assemblée, parce qu'effectivement, c'est pas très compliqué de faire travailler un réseau de neurones sur du code, que ce soit le code civil, le code de la sécurité intérieure, parce que comme tout est codifié, c'est assez facile en fait de leur faire apprendre. La vraie difficulté, c'est plutôt sur la partie jurisprudentielle, pour voir comment est-ce que ça peut fonctionner. Mais oui, c'est une vraie crainte que dans un premier temps, les assistants parlementaires qui font beaucoup de rédaction d'amendements ne soient remplacés par ChatGPT ou par une intelligence artificielle générative, et puis qu'à l'arrivée, on se pose vraiment la question de à quoi ça sert un député, si c'est pour lire des amendements qui ont été, des exposés sommaires des motifs qui ont été déposés par ChatGPT ou équivalent. Ça pose des questions, ça interroge la démocratie. Je pense que c'est une vraie interrogation qui commence à être vue par un certain nombre de mes collègues et de l'administration, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. Pour l'instant, le cadre juridique qui encadre justement le recours aux intelligences artificielles, il est assez flou. On a l'exemple, et on en a déjà parlé ici, d'écoles qui veulent interdire ChatGPT. J'ai le cas d'étudiants qui me disent « Ah bah tiens, mon rapport il n'a pas été lu parce que soi-disant le détecteur de ChatGPT, il a dit que c'était un copier-coller de la machine ». Mais aujourd'hui, juridiquement, il n'y a rien qui empêche d'avoir recours dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du travail. C'est assez vide et flou. C'est effectivement, comme c'est une matière assez récente et que ChatGPT est arrivé de façon très brutale dans le fonctionnement de tout le monde, et c'est d'ailleurs une vraie réussite de la part d'OpenAI sur le sujet, le cadre juridique n'est pas figé. Et je pense qu'il ne faut pas qu'il soit figé tout de suite. Il faut qu'on arrive à savoir quels sont les usages qui sont de l'intelligence artificielle avant qu'on puisse les réglementer de façon dure. On a besoin de droits souples dans un premier temps, voir comment et quand c'est utilisé, et qu'on voit quels sont les moment où nous estimons, nous humains, que l'intelligence artificielle n'a pas sa place parce que ça n'est pas conforme à nos valeurs. Mais dans le monde du travail, dans le monde de l'éducation, aujourd'hui, rien ne l'interdit. De façon très claire, rien ne l'interdit. Et il faudra aussi se dire que l'intelligence artificielle, si les réseaux de neurones travaillent vite, vont s'améliorer en termes d'acuité, et donc ça sera de plus en plus difficile de toute façon de les détecter. Donc il faudra qu'on ait beaucoup de droits souples sur les différents sujets, notamment dans l'éducation. Je pense qu'il faut qu'on parte de l'idée qu'ils seront de toute façon utilisés, ces outils, et qu'il faut faire de l'enseignement différemment. Les professeurs doivent s'entraîner avec l'intelligence artificielle pour voir ce que ça peut apporter comme contenu pédagogique et l'utiliser au mieux dans le cadre de leurs cours. Vous pensez qu'il faut instaurer peut-être des lycées, des cours où on apprend à faire des jolis prompts pour les intelligences artificielles, où on apprend à recouper les informations, à les modifier? Tout ça, ça va être un skill, un contexte, j'ai plus le mot français, c'est une compétence qui va être importante pour celles et ceux qui vont entrer dans le marché du travail d'ici 5-10 ans.
Oui, très clairement, aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, dans les écoles d'ingénieurs comme dans les écoles de commerce et à l'université, et ça va descendre par capillarité vers le lycée et vers le secondaire de façon assez rapide, parce il faudra d'abord savoir écrire des prompts, parce que quand on sait écrire un prompt, on a une réponse la plus précise possible et qui correspond vraiment à ce qu'on a demandé. Et puis il faudra qu'on ait aussi des enseignements qui permettent de survoler beaucoup de matières pour voir s'il y a de la cohérence dans les réponses qui sont données. Et donc, ça va changer fortement les modalités d'enseignement. C'est pour ça que je suis très content qu'on ait encore en France de la philosophie en terminale, parce que ça donne une capacité réflexive qui n'est pas aujourd'hui celle de ChatGPT complètement, et ça donne à nos chères têtes blondes la possibilité de réfléchir par eux-mêmes et de voir si ce que l'intelligence artificielle va leur proposer est correct, cohérent et intelligent. Même si la Paris School of Technology and Business a fait le test au mois de juin de faire se rencontrer Raphaël Enthoven et ChatGPT. Je crois que de mémoire, ChatGPT a eu 9 ou 11 et Raphaël Enthoven 20 sur 20. Mais quand même, les retours des correcteurs, c'est que c'était pas si mal que ça, les copies ChatGPT. Donc jusqu'à quand la philo sans ChatGPT, quoi? C'était très bien parce que c'était très rapide. C'est le gros avantage de ChatGPT, c'est que ce que dit Raphaël Enthoven quand on lui pose la question, il dit mais la copie, elle valait peut-être 11, mais c'était un 11 en 5 minutes, alors que moi, j'ai eu 18 ou 19 et j'y ai mis 1 heure, 1 heure et demie. Et donc, en fait, il faudra qu'on arrive aussi à comprendre que ChatGPT, même s'il est beaucoup moins précis, il est beaucoup plus rapide. Donc, il faudra chaque fois faire la balance entre la précision, la cohérence et la rapidité de la réponse. Pour des choses qui sont du domaine du contrôle qualité, par exemple en entreprise ou ailleurs, il suffit de le programmer correctement et ça marche bien. Pour tout ce qui sera sciences humaines, ça sera beaucoup plus compliqué. Mais de toute façon, il faut qu'on fasse avec et que les enseignements l'intègrent le plus vite possible. Raphaël Dohan, moi, il y a une phrase de Gérard Berry, qui est informaticien et professeur du Collège de France, que j'aime beaucoup. Il fait la différence entre l'homme et l'ordinateur. Il dit l'homme est lent, peu rigoureux et très intuitif. L'ordinateur est super rapide, très rigoureux et complètement con. Et donc, c'est un peu sa phrase, l'ordinateur est complètement con. Quand on voit, ça date de 2014-2015, on est en 2023, on voit les progrès qui ont été faits. On a le sentiment parfois que l'ordinateur devient de plus en plus intuitif, ou en tout cas qu'on le programme pour ça, et qu'à l'inverse, c'est les élèves et les étudiants qui risquent de devenir complètement cons. Vous en pensez quoi ? C'est vrai que c'est une phrase qui reste vraie pour beaucoup de choses tout de même. ChatGPT ne fait pas des choses que nous savons très bien faire. Mais disons que le pouvoir de la statistique, en fait la simple puissance des très grands nombres et des probabilités utilisées dans les réseaux de neurones, fait qu'en fait ça donne une sorte de semblant de bon sens à des modèles de langage comme ChatGPT, qui fait qu'ils sont quand même beaucoup moins idiots que ce ne l'était un programme informatique classique il y a encore 10 ans. Alors, est-ce que les élèves deviennent idiots, deviennent cons par ce biais-là ? Je pense que le principal risque, c'est justement s'ils se disent que dans leur vie, ils ne vont plus jamais avoir ni à écrire ni à réfléchir, parce que de toute façon, ils pourront faire ça à la machine. Ça, évidemment, c'est très embêtant, parce que quand on apprend à rédiger, monsieur le député parlait de dissertation de philosophie, quand on apprend à faire une dissertation de philosophie pour le bac, on n'apprend pas seulement à écrire une dissertation. Enfin, on apprend en fait à réfléchir, à organiser des arguments, à trouver ce qui fait problème dans un sujet. Bon, on apprend beaucoup d'autres compétences qui sont utiles dans la vie de tous les jours. Et le fait de se dire, oui, bon, c'est pas grave, je pourrais faire ça à un ChatGPT futur, ça peut être un peu dangereux. Mais je ne sais pas si vous allez dans des salles de classe, que ce soit dans le secondaire ou dans le supérieur, j'y suis beaucoup. Moi, ce qui me marque, c'est le recours massif à l'intelligence artificielle. J'ai des étudiants que je suis pour des mémoires et qui sont capables d'envoyer 15 pages, copier-coller, j'en ai reçu, parce que j'encadre des mémoires. Moi, ça me pose une question, et je pense que c'est la question, c'est est-ce que finalement, ça sert encore à quelque chose de demander à un étudiant en master de rédiger son mémoire quand on sait qu'il va passer par ChatGPT, de demander à un élève de terminale de faire une dissertation à la maison quand on sait qu'il va passer par ChatGPT. Comment on fait aujourd'hui pour les enseignants pour s'adapter à ces nouveaux usages ? Clairement, si le but c'est de leur apprendre à penser et écrire par eux-mêmes, il ne faut pas le faire à la maison. Mais à la limite, ça fait qu'amplifier le problème qu'il y avait déjà avec Internet auparavant, et même qu'il y avait déjà avec simplement le fait qu'ils pouvaient se faire aider par leurs parents, par leurs frères et sœurs, etc. Donc, les devoirs à la maison n'ont jamais été d'une parfaite honnêteté ou d'une parfaite égalité entre les élèves. Là, ça ne fait qu'accentuer le problème. Donc, de ce point de vue-là, il faut simplement faire des exercices formatés à l'école pour éviter ce recours-là. Par contre, dans le supérieur, à la limite pour les mémoires de master, par exemple, ça me gêne beaucoup moins que des étudiants utilisent ChatGPT,
Mais il faut juste qu'ils l'utilisent bien, en fait. Si jamais le contenu de ce qu'ils proposent, en rendant leur mémoire, est de bonne qualité et qu'ils l'ont signé, qu'ils partagent, qu'ils approuvent ce qu'ils ont écrit dedans, peut-être avec ChatGPT, après tout, pourquoi pas? Si ça fait avancer la recherche dans leur domaine, si c'est cohérent, si c'est intéressant. Mais quel intérêt pour un enseignant ou pour un relecteur de relire, moi j'ai eu le cas de figure, j'ai pas, entre guillemets, que ça à faire de lire 50 pages de ChatGPT. Dans ce cas-là, il faudrait avoir un ChatGPT qui relise et qui dit si c'est conforme. Parce que on peut saturer, noyer des individus par du contenu produit par de l'IA qui a toujours la même tonalité, toujours la même manière de penser, etc. Et qu'est-ce qu'on évalue in fine? Bah ça, à la limite, je pense que ça pose plutôt le problème en fait, de l'exercice même du mémoire. Si jamais il y a 50 pages qui ne servent pas à grand-chose dans un mémoire, mais peut-être qu'il fallait les enlever avant même ChatGPT en réalité. Donc, en fait, c'est deux choses l'une. Soit l'élève, il avait quelque chose à dire. En théorie, ce sont des futurs chercheurs en master, quand ils font un mémoire. Enfin, ça dépend du master. En tout cas, ça peut être pour avoir son diplôme d'école de commerce. Mais en théorie, c'est censé apporter quelque chose quand même. En tout cas, être intéressant en soi. Donc, si jamais il y a 50 pages qu'en fait on peut bazarder, parce que non seulement elles ont été faites par ChatGPT, mais en fait juste parce qu'il ne se disait rien d'intéressant dedans, et ben en fait on n'avait pas à faire 50 pages. Donc à la limite ça fait une sorte de bon discriminant entre l'exercice utile et l'exercice inutile. Mais si ChatGPT sert pour simplement mettre en forme des notes qu'a prises l'élève ou des idées qu'il a en vrac, et où le fait de les mettre en forme serait pas un travail d'un intérêt extraordinaire, après tout tant mieux, on gagne du temps. Effectivement peut-être qu'il y aura un autre modèle après qui pour le relecteur synthétise encore. Mais pourquoi pas? Si tout le monde y gagne du temps et qu'on partage des informations intéressantes par ce biais-là, à la limite, l'IA ne fait qu'être une sorte d'aide à la communication et à la rédaction entre les deux. Philippe Latombe, vous avez travaillé, écrit aussi, et j'en parlais, du côté et autour du métaverse. Vous dites, vous, qu'il pourrait décupler un effet pieuvre avec ces géants de l'Internet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est cet effet pieuvre et le risque que le métaverse fait courir à ce niveau-là? Très clairement, aujourd'hui, le métaverse a été très à la mode et puis il est un peu passé sous silence depuis quelques temps. ChatGPT a pris la suite. Mais je pense que, en fait, le métaverse était en avance de phase et que c'est justement l'intelligence artificielle qui va le faire se développer. Et qu'il va falloir que tout le monde puisse se déplacer dans le métaverse, réfléchir dans le métaverse, interagir dans le métaverse, et éventuellement interagir avec des avatars qui sont eux-mêmes issus de l'intelligence artificielle. Et donc c'est cet effet-là que j'appelle l'effet pieuvre, c'est qu'on va se retrouver dans un monde où on aura à la fois un mélange de personnes réelles, mais qui seront désincarnées, qu'on verra uniquement de façon numérique, et des personnes qu'on verra de façon numérique qui ne seront pas des personnes dans la vraie vie. Et donc il y aura cette question de comment est-ce qu'on interagit avec les gens, d'autant plus que chaque fois qu'on en interagira dans le métaverse, ces données resteront dans le métaverse et serviront à réalimenter l'ensemble des interactions qu'on peut avoir avec les autres. Ça pose un certain nombre de questions sur, évidemment, son comportement, ses données personnelles, mais aussi dans sa capacité à interagir et de se mettre à un niveau d'interlocuteur différent. C'est cet effet que j'appelle l'effet pieuvre. Je pense qu'on ne le verra pas tout de suite. Il va commencer d'abord dans le monde du jeu vidéo, très certainement, et ensuite il viendra dans le domaine du travail. On aura certainement des réunions à distance, on aura ce genre de choses. Et on l'a déjà vu dans le monde du jeu vidéo, je crois que c'est le jeu vidéo Matrix qui a proposé une version en ligne où les PNJ, les personnages non jouables, étaient irrigués par de l'intelligence artificielle. Et il y a énormément de vidéos qui sont très troublantes puisque des utilisateurs s'amusent à communiquer donc avec ces ordinateurs dans le jeu et à leur faire prendre conscience qu'ils sont des intelligences artificielles et ils ont des réactions qui sont très troublante. On a l'impression parfois d'être dans des épisodes de Black Mirror avec comme ça des personnages qui commencent à perdre un peu la tête, à dire mais comment ça, je suis une intelligence artificielle mais je vais disparaître. Ça fait peur aussi. Est-ce qu'il va falloir encadrer juridiquement l'existence des intelligences artificielles ? Il faudra de toute façon qu'on les encadre. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait alors qu'on n'a pas la totalité des usages devant nous. ChatGPT arrive très rapidement, c'est récent. Les jeux vidéo l'avaient intégré, mais pas au niveau aujourd'hui de ce qu'on peut avoir comme réseau de neurones. Je pense qu'on est au début d'une vraie révolution industrielle de l'intelligence artificielle. Il faut qu'on soit aujourd'hui très vigilant, très en écoute de ce qui se passe, très attentif, mais pas qu'on réglemente tout de suite, parce qu'on risque, soit en réglementant, d'avoir des effets indésirables qu'on ne souhaitait pas, soit brider l'innovation alors qu'on en aurait besoin et que d'autres pays du monde pourraient eux-mêmes ne pas réglementer de la même façon et prendre une avance particulière qui serait une avance délétère. Donc il faut absolument qu'on soit vigilant, qu'on soit très attentif, mais qu'on fasse d'abord du droit souple. Mais effectivement, toutes ces questions se posent, et ce sont des questions qui sont des questions, j'allais dire, métaphysiques, philosophiques. C'est aussi ça qu'il va falloir qu'on apprenne à tout le monde,
pas simplement à nos enfants, mais à l'ensemble des personnes qui vont être confrontées à l'intelligence artificielle et au métaverse dans les 20 ans qui viennent. Donc ça veut dire que des quarantenaires aujourd'hui seront confrontés au niveau de leur activité professionnelle à ce sujet-là. Et il faut qu'on avance sur ces compétences. Et vous en êtes où à l'Assemblée nationale sur ces questions? J'ai souvenir, c'était il y a quelques années, il y a 2-3 ans, de Didier Bécher, ancien député du côté de Versailles, qui avait mené tout un travail autour de l'intelligence artificielle, un rapport. Je crois que Cédric Villani aussi, à l'époque où il était député, avait fait ce travail. Vous avez une commission sur cette question, vous essayez d'auditionner des experts. Comment vous travaillez sur ces questions-là à l'Assemblée? Alors, on fonctionne, il n'y a pas de commission permanente sur le sujet. Ce sont des sujets assez transversaux. On n'est pas très nombreux sur ces sujets-là, mais un peu plus. Et en fait, on lance des missions avec des missions d'information avec les députés sur le sujet. Par exemple, il y a une mission en ce moment sur l'intelligence artificielle générative. Le Sénat a beaucoup travaillé sur le sujet. J'ai rendu un rapport il y a quelques semaines sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la vidéoprotection, les questions des vidéoprotections, notamment pour les JO. Donc, on les prend en fait thématique par thématique. On est une grosse vingtaine à s'occuper de ce sujet à l'Assemblée, à peu près pareil au Sénat. Et on communique bien. Donc voilà. Et puis, il y a un groupe d'études qui touche à tout ce qui a trait au numérique, qui est un groupe d'études sur l'économie numérique, dans lequel tous les partis présents à l'Assemblée sont représentés. Et donc, on fait un travail totalement transpartisan. Et je pense que sur l'intelligence artificielle, on est vraiment transpartisan et qu'il n'y a pas de clanisme à avoir sur le sujet. C'est un sujet éminemment politique, dans le bon sens du terme, et qu'il faut qu'on puisse avoir une vision commune sur le sujet. Et puis, il ne faut pas oublier que l'Europe a l'IA Act en cours d'élaboration et qu'il faudra qu'on ait une vigilance particulière sur la transposition ou l'application directe de ce règlement quand il arrivera. Raphaël Dohan, on a parlé donc de l'éducation, de cet impact du métaverse, de l'intelligence artificielle. Il y a aussi le monde du travail. Et là, ça peut faire peur quand on regarde un petit peu les chiffres. On a un exemple très concret, c'est une entreprise internationale, Onclusive, qui est spécialisée dans la veille médiatique et qui a annoncé, via un communiqué de presse il y a quelques semaines, qu'elle licenciait 200 salariés, puisqu'ils font, ils font un certain nombre de revues de presse. Et donc, ils n'ont plus besoin de ces 200 salariés. Est-ce qu'on est au début d'une révolution pour le monde du travail? Est-ce que demain, on risque d'avoir beaucoup d'emplois qui vont être artificialisés? C'est sûr qu'il y a beaucoup de tâches qui, parce qu'elles sont automatisables, seront remplacées par des machines. Ça ne veut pas dire non plus que tout le monde perdra son emploi et qu'on aura du chômage généralisé. Je pense au contraire que l'intelligence artificielle, sous toutes ses formes, va faire gagner à la société beaucoup de productivité. Un peu partout, en fait. Je pense que ça va être des gains de productivité épars, en fait, à plein de petits endroits où on se rend compte qu'on peut automatiser des tâches. Ça va arriver et donc ça va laisser du temps aussi aux gens pour faire des tâches où ils comptent vraiment et où ils ont plus de valeur ajoutée que la machine. Mais si leur travail de manière générale n'a pas de valeur ajoutée, ce sera le chômage. Mais en fait, on trouvera toujours des tâches où les êtres humains ont de la valeur ajoutée par rapport à ce que peut faire une machine. Et donc je pense qu'au total, parce que nous serons tous plus riches et en fait plus productifs grâce à l'intelligence artificielle, on s'en sortira bien. Collectivement, comme d'ailleurs toutes les innovations technologiques par le passé. En fait, je pense qu'on voit avec les tâches cognitives ce qui s'est passé avec la révolution industrielle. Évidemment, il y a des gens qui ont perdu leur emploi avec la révolution industrielle. Mais au total, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus riches qu'on était au 19e siècle. Et je pense que ce sera à peu près le même schéma, mais s'agissant de tâches qui auparavant nous paraissaient inatteignables pour la machine au XXIe siècle. Mais ça creuse parfois les inégalités dans le monde. Alors on n'est pas encore dans l'intelligence artificielle, mais dans tous les algorithmes de recommandation, des choses comme ça, on a ce qu'on appelle les tâcherons du clic, des personnes qui vont pour 3 centimes classifier des données, etc. dans des pays. Enfin, ça creuse aussi parfois les inégalités. Parce que vous avez une vision qui est très positive, mais pour arriver, par exemple, à reconnaître facilement un visage, il a fallu 30 personnes pour classifier des visages de manière un peu bête et méchante. Mais c'est quand même pas beaucoup de personnes par rapport à celles que ça va aider, en fait. En réalité, c'est pas un travail si compliqué, ni si long, ni si prenant que ça, en termes d'emploi, que de faire la labellisation de données. Et alors qu'inversement, je pense que ça va avoir des effets sur absolument tout. Non, plutôt, si jamais on veut être moins optimiste, parce que malgré tout, il y a des risques, c'est plutôt sur, je trouve, le risque d'anthropomorphiser ces intelligences artificielles, que des gens finissent par y voir une sorte d'alter ego, en tout cas d'âme ou de personnage doué de conscience. Ça, c'est peut être tomber amoureux, pourquoi pas, l'intelligence artificielle, parce que là, ça peut conduire à une forme d'isolement de certains. Mais sur le plan de l'inégalité, je pense pas tant que ça, d'autant plus que c'est malgré tout une technologie qui est assez facile à utiliser, compliquée à fabriquer.
mais à utiliser, on lui parle en langage courant, en fait, pour les modèles de langage. Donc, on peut difficilement faire plus simple, en réalité. Philippe Latombe, pour terminer, il y a une mission de l'UNESCO autour de l'intelligence artificielle qui est conduite et eux, ils parlent d'adopter une approche de l'IA axée sur l'humain. Justement, utiliser l'intelligence artificielle pour lutter contre les inégalités en matière d'accès au savoir, à la recherche, à la diversité des expressions culturelles. Vous aussi, vous pensez comme l'ONU qu'on peut faire de l'intelligence artificielle un outil pour plus d'humain, paradoxalement ? Mais on n'a pas le choix de toute façon. C'est que l'intelligence artificielle va tellement nous aider, c'est ce qui a déjà été dit, pour plein de tâches qui vont être automatisables, ça va nous aider. Dans le domaine médical, par exemple, gros avantage, c'est que même si on est loin d'un CHU, on pourra avoir de l'intelligence artificielle dans l'imagerie médicale pour que quand on fait une radio pour, par exemple, détecter le cancer du sein, on puisse être bien soigné et bien suivi. On va avoir tout ça partout. Mais ça veut dire qu'il faut mettre de l'humain. J'ai qu'une seule crainte, c'est par exemple que dans l'administration, on utilise l'intelligence artificielle de façon déshumanisée. Et je pense que vraiment, on a besoin surtout d'êtres humains en face d'autres êtres humains et que l'intelligence artificielle doit aider les êtres humains à se parler, à se comprendre et avoir le même niveau de discussion. Le bon exemple, ça serait pour les CAF. Mettre de l'intelligence artificielle dans les CAF permettrait d'accélérer les dossiers. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit l'intelligence artificielle qui serve uniquement d'interlocuteur à des demandes de nos concitoyens quand ils ont besoin d'une allocation. Il va falloir qu'ils aient en face d'eux une personne qui, du coup, par l'intelligence artificielle, soit en capacité de leur expliquer pourquoi leur dossier est compliqué, pourquoi ils ont besoin de telle ou telle pièce. Il faut qu'on ait absolument de l'être humain. Et on se sortira de ce paradigme et de cette peur de l'intelligence artificielle qu'en mettant de l'humain. Et donc, il faut qu'on ait des êtres humains qui soient en capacité de superviser l'intelligence artificielle, de l'utiliser au mieux et que ce soit vraiment un outil et pas une fin en soi. Merci beaucoup. Comment humaniser l'intelligence artificielle ? Ça fera un excellent sujet pour le bac de philo s'il y a des correcteurs qui nous regardent. Merci Philippe Latombe, député de la Vendée, membre de la commission des lois, d'avoir été avec nous. Raphaël Daohan, je rappelle que demain, au Collège des Bernardins, avec la Fondation Kairos, il y a un événement autour du métavers, justement. Oui, absolument, et de l'utilisation du métavers dans l'éducation. Ce sera notamment avec Nathan Dever, l'écrivain, qui a lui-même fait un livre sur le métavers. Et ben voilà, une discussion, donc une prolongation de cette discussion qui se promet d'être passionnante. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. On marque tout de suite une courte pause et on se retrouve pour la suite du Grand JT de l'éducation. À tout de suite. On est de retour dans le Grand JT de l'éducation. Merci beaucoup d'être avec nous. Si je vous dis Les Trois Brigands, Cornebidouille ou encore Chien pourri, ces noms vous rappellent peut-être des souvenirs. Ce sont des classiques de l'école des loisirs et ils sont disponibles désormais sur Conteuse. Max, c'est son petit nom, contient 4 heures d'histoire et de quiz pour les 3-10 ans. Et on va parler de Max et de l'école des loisirs avec vous, Agathe Jacon. Bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. C'est un grand plaisir. Vous êtes directrice du développement de l'école des loisirs. Alors, parlez-nous de Max. Qu'est-ce que c'est exactement que ce boîtier ? Alors Max, c'est donc la boîte à histoire de l'école des loisirs. Je vais peut-être commencer par préciser ce qu'est une boîte à histoire. Pour ceux qui ne seraient pas familiers, ce sont donc ces petits objets qui ont vu leur émergence sur le marché depuis moins d'une dizaine d'années. Bah voilà, il nous dit à bientôt, très poli. Hein. Très poli, effectivement, c'est important, n'est-ce pas ? Et donc ces boîtes à histoire permettent aux enfants, donc de 3-10 ans comme vous l'avez dit, d'écouter des histoires en toute autonomie. Voilà, donc c'est sans ondes et sans écran pendant l'utilisation. Et nous, l'école des loisirs, étant éditeur de jeunesse, voilà, avec un vaste catalogue d'histoires publicité par les parents, les enfants bien sûr et les enseignants depuis plus de 50 ans, on s'est dit qu'il était tout à fait naturel que de proposer un accès aux histoires en audio. Donc les boîtes à histoires, si je me permets, remplacent un peu nos bons vieux lecteurs de cassettes ou de CD qui ont bercé notre enfance. Et qui n'existe plus beaucoup. 4 heures d'histoire et de quiz, on le disait, pour les 3-10 ans. Alors comment ça fonctionne ? C'est assez simple. Hein. On l'allume, on choisit finalement ses thématiques, donc ça apparaît ici. Et puis ensuite, on lance tout simplement la lecture, c'est ça ? Alors c'est un objet qui est vraiment pensé pour une utilisation en autonomie par l'enfant dès ses 3 ans. Donc très simple. Effectivement, vous le voyez, il y a 4 boutons, littéralement. Donc les histoires sont organisées par pack. On peut choisir si on veut écouter des histoires d'amis, des histoires de loups, des histoires qui font peur, des histoires qui font rire. Et l'enfant navigue avec des petites flèches pour sélectionner l'histoire qu'il souhaite écouter.
Si vous me permettez, je précise qu'il y a également des quiz de culture générale qui sont proposés. Donc voilà, pour des petits jeux, c'est quand l'enfant veut changer un petit peu d'occupation, soit écouter des histoires, soit s'entraîner à la culture générale avec des petits quiz qui sont proposés et très simples d'utilisation aussi, flèche du haut, flèche du bas. Et alors, dans votre catalogue, qu'est-ce que vous avez comme histoire? Est-ce qu'il y a les contes un peu emblématiques qu'on connaît, ou est-ce que c'est vraiment le catalogue École des loisirs? Alors, c'est le catalogue École des loisirs. Donc, l'École des loisirs, les enseignants en sont très familiers. C'est un partenaire de l'école depuis longtemps. L'École des loisirs, c'est un éditeur de création et qui réunit des auteurs de littérature jeunesse, français et internationaux, depuis 1965. Donc les plus grands auteurs, je dirais parmi les plus grands auteurs, sont présents au catalogue, que ce soit Tommy Ungerer, Claude Ponty, Grégoire Solotareff, pour des histoires qui ont peut-être bercé votre enfance aussi, que sont Les Trois Brigands, effectivement Cornebidouille, Loulou, Chien Bleu. Donc toutes ces histoires sont disponibles en audio désormais sur cette boîte à histoires. Il y a quelque chose qui est très intéressant aussi dans cet objet, c'est son ergonomie, c'est-à-dire qu'on n'est pas, parce qu'on peut parfois dire, il y a des applis qui existent, même s'il y a une application Max, on va y revenir dans quelques instants, mais là on est sur un objet sans écran, entre guillemets, c'est juste un petit affichage LED. L'idée c'est de les sortir, parce que parfois ils ont des mauvais réflexes enfants. Là on déconnecte de tout ce qui est téléphone, tablette, et on a un objet simple qui ressemble aux jouets qu'ils ont, et qui pour autant est connecté, leur permet d'avoir des histoires. Alors, il nous tenait à cœur d'avoir un objet qui soit effectivement très agréable. Vous verrez, il y a un toucher doux. C'est presque un doudou qu'on peut emmener avec soi, mais qui est effectivement sans ondes et sans écran. Alors, évidemment, les écrans peuvent faire partie de la vie des enfants, mais il ne s'agit pas que tout leur temps soit passé sur les écrans. Donc, en fait, toutes les propositions sont complémentaires. Et cette proposition-là, pas d'écran, on écoute. C'est vraiment l'audio qui est sollicité et qui est proposé. Le guidage visuel n'est proposé que pour que l'enfant puisse reconnaître les histoires. Donc c'est vraiment un support au déplacement dans le catalogue. Mais dès que l'histoire se lance, l'image s'éteint. Et on écoute. Il y a des enquêtes qui sont faites très régulièrement pour parler du rapport des jeunes et des moins jeunes à la lecture. Ce qu'on voit, c'est qu'en gros, jusqu'à 12 ans, on est relativement stable. À partir de 12 ans, ça décline. Est-ce que le fait comme ça d'avoir été habitué très jeune avec ces supports un peu différents à d'autres formes de lecture, ça permet plus tard de permettre aux jeunes de continuer sur ces lectures loisirs? En tout cas, c'est notre conviction. La conviction qu'on défend tous à l'École des loisirs, c'est que la lecture, ça vient en découvrant le plaisir de la lecture et qu'il faut être confronté à de bonnes histoires, à des histoires qui sont de la littérature, qui vous meuvent, qui vous émeuvent, qui vous font rêver, qui vous ouvrent l'esprit pour avoir envie de prolonger son parcours en tant que lecteur. Donc être confronté tôt, être accompagné tôt plutôt par des belles histoires, des histoires d'auteurs, des histoires qui ont fait leur preuve à travers des générations et qui sont de la littérature en fait. Il n'y a pas de meilleur mot. Nous semble être le meilleur apprentissage et le meilleur chemin pour avoir envie de préserver une place à la lecture dans sa vie plus tard. Vous le disiez il y a quelques instants, l'École des loisirs, c'est un partenariat historique avec les écoles, avec des livres qui sont disponibles assez majoritairement dans les établissements. Cette conteuse, elle a également une fonctionnalité pour les enseignants avec de l'enregistrement. En quoi ça consiste? Alors, je vous remercie de présenter effectivement cette spécificité. Donc, à travers l'application Max, qui accompagne la boîte à histoires et qui permet de charger ou décharger des histoires sur sa conteuse, les enseignants, ou les parents d'ailleurs, peuvent enregistrer des histoires qu'ils souhaiteraient voir écouter sur la boîte à histoires et que nous n'aurions pas proposées. Ainsi, des histoires que vous auriez écrites vous-même, des histoires qui ont été inventées par les enfants, d'autres livres auxquels nous n'avons pas pensé peuvent rejoindre le catalogue audio de Max. Je précise également que pour les enseignants, donc on propose en ligne tout un espace dédié aux enseignants parce qu'on propose aussi des petits quiz qui sont des quiz de compréhension. De façon à ce que les enseignants en cycle 1 puissent proposer des petits ateliers, soit en autonomie, soit en petits groupes au sein des classes. Puisque comme on le sait, en fait, l'audio, c'est vraiment un allié de l'apprentissage de la lecture, de l'acquisition du vocabulaire, du développement de l'imaginaire, du langage. Donc c'est vraiment un outil essentiel dans l'apprentissage du petit enfant. Voilà. On peut imaginer que des parents qui aiment lire à leurs enfants, si l'enfant part en colo ou s'il va chez les grands-parents, ils enregistrent un petit stock d'histoires, ils le mettent et du coup ça veut dire que l'enfant pourra écouter ses parents même quand ils ne sont pas là? Absolument, ou bien ses grands-parents qui vivent à l'autre bout de la France aussi, c'est possible. Ça peut être une façon d'être un peu présent toujours dans le quotidien de l'enfant. Si on parle de l'École des loisirs, quelles sont un petit peu les nouveautés? Qu'est-ce qui se développe aujourd'hui dans ce domaine de la littérature jeunesse? Est-ce qu'il y a de nouveaux thèmes qui apparaissent? Comment ça fonctionne un petit peu? Alors, en tout cas, je vais répondre en deux temps. L'École des loisirs, c'est une maison d'auteurs. Donc en fait, on ne réfléchit pas tellement en termes de thèmes, mais plutôt en termes de création et de ce que proposent les auteurs. C'est les auteurs qui eux-mêmes, infusent l'air du temps
Et on voit ressortir forcément des thèmes actuels tels que l'écologie, le féminisme, tous ces thèmes qui traversent notre société rejaillissent dans les œuvres des auteurs. Mais nous sommes vraiment une maison d'auteurs, donc on publie des créations sans commander des thèmes. Et l'École des loisirs, c'est une maison donc indépendante. C'est une maison d'édition qui a 100 ans maintenant, qui a 50 ans avec sa forme actuelle de maison de fiction pour la jeunesse. Et donc ce qui nous importe, c'est évidemment de proposer des accès renouvelés à la lecture, mais de toujours avoir au cœur de notre stratégie, le livre. Enfin, voilà, ce qu'on propose, ce sont des histoires, des fictions, des livres. Et le livre ne se démode pas pour les enfants. Voilà, découvrir un livre, c'est toujours aussi magique quand on a 3 ans qu'il y a 50 ans. Est-ce que ces objets-là, ils peuvent permettre de réconcilier certains enfants au livre? Est-ce que c'est une bonne porte d'entrée aussi si on a à la maison un enfant qui dit non, j'ai pas envie de lire, ça m'intéresse pas, c'est ennuyeux? C'est une bonne manière de leur donner envie, de leur titiller l'imagination, l'esprit? Alors c'est vraiment notre conviction. Enfin, c'est-à-dire que si, pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de voir un enfant s'approprier une boîte à histoire, c'est vraiment assez magique. C'est l'autonomie, c'est pas contraint. On peut écouter 1000 fois la même histoire si on le souhaite, en passer à l'autre si on ne le veut pas. Il n'y a pas peut-être l'appréhension que peut-être le livre parfois. Donc oui, je pense que qu'il y a plein de portes d'entrée possibles à la littérature et que l'audio et les boîtes à histoire sont l'une d'elles. Merci beaucoup Agathe Jacon d'avoir été avec nous, directrice de la promotion et du développement de l'École des loisirs, pour nous présenter Max, cette conteuse qui est disponible depuis la semaine dernière, c'est ça? Absolument. Où est-ce qu'on peut se la procurer? Librairie, grande surface? Librairie indépendante bien sûr, enseigne culturelle ou bien sur notre site histoiremax.com. Eh bien, voilà, Max, comment réconcilier les enfants avec la lecture. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Guillaume Buan. Guillaume, pour votre chronique, vous allez nous parler de cette très belle initiative du mois d'octobre. On est le 2 octobre et c'est le coup d'envoi d'Octobre Rose. Octobre Rose, cette campagne qui est annuelle, qui est une campagne de communication, de sensibilisation pour les femmes, mais aussi pour les hommes, sur le dépistage du cancer du sein. Une campagne qui vise aussi à récolter des fonds pour la recherche. Le symbole de cet événement, vous le savez, mon cher Guillaume, c'est ce fameux ruban rose que l'on met la plupart du temps sur le col. Effectivement, sur le col. Mais alors, d'où vient Octobre Rose? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et je vous donne la réponse. La première campagne de sensibilisation, elle a eu lieu en 1985 aux États-Unis. Une action qui a été menée par l'American Cancer Society, une organisation à but non lucratif qui avait pour objectif de lutter contre le cancer. Et puis une autre entreprise, Imperial Chemical Industries, là c'est une société britannique et l'une des plus grandes entreprises chimiques du monde. Alors, au fil du temps et dans les années 90, Evelyn Lauder, une célèbre femme d'affaires américaine, une créatrice d'une marque qui est connue aussi aujourd'hui, qui s'appelle Clinique, elle a été atteinte, elle, du cancer du sein. Et de cette maladie, eh bien, elle a eu envie d'aider les autres en fondant une très grande association, la fondation Breast Cancer Research pour le cancer du sein. Elle s'est donc fortement impliquée dans ce combat. À la suite de cela, il y a eu un enchaînement de collaborations. On pense en 1992 avec Self Magazine, la création de l'association Ruban Rose. Déjà, on en parlait à cette époque. Alors, la couleur rose, est-ce que vous avez une idée de pourquoi, justement, cette petite couleur? Je viens de le lire, malheureusement, mais... Est-ce que vous auriez pensé à cela? J'aurais pensé, mais alors, est-ce que c'est de bon goût en 2023? Je vous laisse dire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas changer? On va la dire. Donc, c'est une couleur féminine, douce, joyeuse et qui évoque la bonne santé. À l'époque, ça marchait bien. Ouais, mais on pourrait avoir du rose et bleu, par exemple. Aujourd'hui, j'aurais choisi le jaune, personnellement. D'accord. Je serais parti sur du vert. D'accord, la bonne santé, le vert, c'est peut-être la couleur des gens malades en général, non? La nature, j'aurais dit. La nature, d'accord, oui, ruban vert alors, très bien. Pourquoi pas? Allons-y. On leur a écrit. Bon, en attendant, ça reste le ruban rose. Bon, en France, c'est en 1994 que le groupe Estée Lauder France et Marie-Claire se sont unis pour créer cette association, le cancer du sein, parlons-en. Puis en 2020, l'association a changé de nom et là aussi, on a opté pour ruban rose. D'ailleurs, en 2004, on rappelle qu'il y a pas mal de prix qui ont été créés, notamment les prix ruban rose. Ça permet, à terme, de financer des projets. En 15 ans, plus de 3 millions d'euros ont quand même été reversés à plus de 80 équipes de chercheurs contre le cancer du sein. Pour marquer le coup, ça je sais que vous êtes un grand sportif, il y a pas mal de marches, pas mal de courses aussi qui sont faites, des collectes de fonds ou encore l'illumination de certains monuments. Vous avez vu peut-être passer ça sur X, enfin anciennement Twitter, ouais. La Tour Eiffel, qui était de rose notamment ce week-end. C'est beau ça. L'Arc de Triomphe aussi, qui l'était. D'ailleurs, à l'Arc de Triomphe, il y avait un concert donné par Jennifer. Vous y étiez? J'y étais, bien évidemment. C'était très bon enfant, de la danse, de la bonne humeur. 99 femmes, un seul homme.
C'est ce qu'a dit Claudia Tagbo, qui était l'invitée d'ailleurs d'Europe 1 ce week-end. Elle, qui est la marraine de l'association Ruban Rose et qui a envoyé une nouvelle fois un message d'espoir et surtout qui appelle à poursuivre le combat. Écoutez. La ressource, alors chez moi, c'est le côté, je suis très sportive, donc c'est de me dire, ok, je suis sur le ring avec ma maladie et on va se battre. Mais il faut juste que tu te dises que tu es tombé dans le mauvais corps parce que je lâcherai pas. Et donc c'est ce que j'essaie de dire à toutes ces femmes en disant, ok, il faut d'abord prendre l'information parce que c'est nécessaire de prendre l'information en disant, oui, je suis malade, j'ai entendu, parce qu'il faut pas le nier. Quand on nie les choses, on n'avance pas. Donc prendre et être. Comme ce t-shirt que j'ai mis aujourd'hui. Oui. Voilà, faut dire, reste toi, reste dans ton axe. L'humoriste très engagé, il faut le dire, hein, Claudia Tagbo qui était ce week-end chez Europe 1. D'ailleurs, aujourd'hui, une femme sur 8 risque d'être touchée par ce cancer au cours de sa vie. Plus de 60 000 femmes sont d'ailleurs atteintes chaque année. Alors, vous qui nous regardez, vous souhaitez peut-être faire un don, c'est extrêmement simple. Vous allez sur le site internet octobrerose.fondation-arc.org. Merci beaucoup et on retient donc ce mot d'or, dépistage. C'est comme ça qu'on passe pas à côté de cette terrible maladie. Merci beaucoup Guillaume. On est lundi et vous le savez, comme tous les lundis, on va découvrir ensemble l'invité de Malika Ménard. Je ne vous donne aucun indice, Guillaume non plus n'a pas l'information. On découvre ça tout de suite dans Souvenirs d'écoliers. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Ryan Sachs. Bonjour Ryan. Coucou Malika, comment ça va? Ça va. Alors, tu es saxophoniste. C'est ça. Tu es ce qu'on appelle une des stars du confinement. Ouais, on va dire ça. Même si le petit surnom ne me plaît pas trop Pourquoi? Parce que c'était un événement qui était quand même douloureux. Ouais, pour les gens, etc. Et en vrai, j'avais mon père et ma mère qui travaillaient à l'hôpital. Ouais. Donc du coup, cette action, c'était vraiment pour les soutenir. Tout ce qui est venu après, c'était pas calculé en soi. Parce qu'en fait, à ce moment-là, durant le confinement, donc toi, tu as 19 ans. J'avais 19 ans. En 2020. Et tu te mets à jouer du saxophone. Ouais, pendant que je passais en fait ma première année de médecine en parallèle. D'accord. Voilà. Tu jouais sur ton balcon pour tes voisins. Voilà. Mais pas seulement, puisqu'après c'est devenu viral sur les réseaux sociaux. Exactement, mais toujours avec cette idée de soutenir le personnel soignant. Parce que voilà, c'était une période qui était très très compliquée. Et même pour moi aussi, ça me permettait aussi de m'aérer l'esprit. Que j'étais à fond dans les cours. Et le fait de jouer, parce que j'avais arrêté la pratique de l'instrument par rapport aux cours, ça me prenait vraiment énormément de temps. D'accord. Et le fait en fait de jouer, ça m'a permis un petit peu de déconnecter avec tout ça. Le fait que ça ait pris, ça a été encore mieux, vu que vraiment ça m'a permis de mettre mes études d'un côté et aussi reprendre ma vie artistique, mais du haut de mon balcon. Voilà. Surtout qu'à ce moment-là, s'il n'y avait pas eu en fait ce confinement, tu n'aurais jamais songé à reprendre cette vie artistique, quoi. La vie artistique, en soi, ce que beaucoup de gens pensent, justement, c'est qu'elle a démarré au niveau du confinement, mais il faut savoir que ça faisait déjà 2 ans que j'étais un petit peu dans le truc. Alors, le confinement m'a fait connaître en France, mais je commençais un petit peu à tourner déjà en Italie avant le confinement. Ouais. Mais ça m'a fait connaître... En France, tu n'étais pas connu dans ton pays? Non, pas du tout. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Non. À la base, au début, moi, j'ai juste mis les 2 enceintes, si tu veux, sur mon balcon. Et moi, je suis resté dans ma chambre. Okay. Ça veut dire que tu avais le son qui sortait. On ne savait pas qui c'était. Mais on ne savait pas. Et les gens ont sorti la tête, ont commencé à applaudir. Du coup, de là, je suis sorti. Et après, on a vu que ça a plu. Et voilà. Près de 500 000 abonnés sur TikTok. Presque, ouais. 80 000 sur Insta. Ouais. Est-ce que ça te monte un peu à la tête? Pas du tout. On est encore jeune, encore étudiant. Pas du tout, parce que c'était à la base des bases, c'était pas l'objectif, tu vois. Genre, j'ai toujours fait moi de la musique pour moi, mais aussi pour les autres. Ça fait que 4-5 ans où je suis dans ce style-là de musique un peu plus moderne, mais j'ai fait le conservatoire. D'accord. Et donc j'ai passé mes diplômes, tout ça, en solfège, en saxo et musique orchestrale. Et non, ça fait que 4 ans en fait que je suis dans ce délire-là, où je faisais mes vidéos et puis... Comment tu te définirais en une phrase si tu devais te présenter? Comment je me définirais en une phrase? Pour ceux qui ne te connaissent pas, par exemple, et qui allument la télé, qui te découvrent. Ok, je m'appelle Ryan, je suis étudiant, mais aussi saxophoniste.
À la base, c'était un loisir, mais du coup, ça a pris beaucoup d'ampleur. Du coup, on va dire que ça sera mon second métier, tout simplement. On peut devoir jouer sur les réseaux sociaux, mais aussi sur scène. Ouais, exactement. Est-ce que tu continues aussi à jouer pour les particuliers, pour tes voisins? Alors non, vu que c'était essentiellement par rapport à l'occasion, mais ça m'est arrivé de retrouver justement des voisins dans des gros événements ou même des événements en fait publics tout simplement. Qui t'ont suivi après quand tu as été en représentation. Etc. Et donc du coup on s'est revus sur des événements publics. Est-ce que là il y a un gros projet à venir? S'il y a un gros projet à venir, ouais. Il y a des dates publiques l'année prochaine, beaucoup de dates publiques. Là, je me lance aussi un peu dans la composition au niveau des sons. D'accord. Donc, je vais balancer ça, je pense, début 2024. Voilà, donc je travaille un petit peu en secret. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Ryan Sachs pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci beaucoup Malika. À demain pour la suite de ces interviews. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV, c'est le Zap. Gabriel Attal en a beaucoup parlé d'ailleurs récemment, de son voyage au Danemark où il a vu des dispositifs contre le harcèlement assez remarquables. Ils sont forts là-dessus. Oui, alors les pays nordiques ont une longueur d'avance, très clairement. C'est dès les années 70 que c'est devenu un thème important. On parlait de la préoccupation partagée, qui est un concept psychologique qui a été développé. Et l'idée, en fait, c'est de casser la dynamique de la violence, de faire en sorte que tout le monde se sente concerné, qu'il n'y ait pas de témoins passifs. Et ça, c'est vraiment important. Donc après, selon les pays, les dispositifs, ça se décline de plusieurs manières. Il peut y avoir des jeux de rôle qui sont mis en place pour que, à partir de scènes fictives... On travaille l'empathie, en fait. Je vais essayer de me mettre à votre place pour comprendre ce que vous pouvez ressentir. Exactement. Et donc, faire sentir à la fois aux victimes, aux harceleurs et aux témoins, les trois sont importants, de ce que peut ressentir la personne. Et ça commence aussi même avant, très tôt, par le fait de savoir reconnaître les émotions, vous parliez d'empathie, et le fait de savoir mettre des mots aussi sur les émotions. Et donc ça, dès les tout petits, en fait. Et tout ça, on y insiste vraiment, c'est pas des circulaires, c'est pas des grands discours dans les journaux ou à la télévision, c'est des dispositifs super concrets, il y a un mode d'emploi. Ils sont beaucoup formés, par ailleurs, les enseignants dans tous ces pays-là, beaucoup plus qu'ici. Alors, les enseignants sont formés, mais surtout au fur et à mesure, aux questions de harcèlement, puis ils baignent en fait aussi dans cette culture, dans cette Ils s'auto-forment, ça aussi que je veux dire, on se forme à l'échelle de l'établissement. Oui, entre pairs, la médiation en Finlande notamment est un concept extrêmement important. Il y a des citoyens lambda qui peuvent se former à la médiation. Et donc, pour revenir aux enseignants, effectivement, donc ils sont sensibilisés, ils sont formés à travers effectivement des journées ou lors de dispositifs comme ça, ils peuvent devenir personnes référentes. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'ils travaillent énormément entre eux. Et ça, c'est quelque chose qui est assez différent. Travail d'équipe. Je pense travail d'équipe, parce qu'ils ont des heures dédiées à ça. C'est ça. Pourquoi on n'apprend pas l'éducation budgétaire et financière à l'école? C'est un sujet très complexe. En effet, c'est un sujet qui est tabou en France. On a beaucoup de mal à parler d'argent. De par l'histoire. En fait, c'est pas compliqué d'apprendre, c'est ça. Non, c'est pas compliqué d'apprendre, mais c'est le fait de pouvoir en parler. C'est le fait de se dire que en parler aux plus jeunes aussi, c'est délicat. Comment le faire? Quels mots employer pour leur en parler? Donc c'est une compétence qui n'est pas maîtrisée par beaucoup de personnes. D'accord, Cécilia. Voilà. Et à côté de ça, on autorise les jeunes à avoir un compte bancaire à 12 ans. C'est un peu un paradoxe aussi. Alors, on les autorise à avoir un compte bancaire à 12 ans pour les sensibiliser justement à cette notion d'épargne, de mettre de côté pour un projet, pour leurs études, pour le permis de conduire, pour l'achat d'une voiture. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on les autorise à avoir un compte bancaire à partir de 12 ans, sous le mandat, bien sûr, de leurs parents. Plume propose aux écoliers des exercices de créativité littéraire, mais aussi des textes à trous issus d'œuvres classiques et bien connues. Quant aux professeurs et aux parents, et vous m'arrêtez si je me trompe, ils disposent de tableaux de bord de progression aussi pour suivre la progression des enfants, bénéficient de conseils pour un suivi individualisé. En quoi c'est une sorte de petite révolution aussi dans l'éducation? Alors c'est une révolution parce que l'expression écrite c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Aujourd'hui vous êtes ce qu'on appelle un scripteur, c'est-à-dire une personne qui écrit, mais en fait, le scripteur que vous êtes à 12 ans, bien évidemment, vous êtes un autre scripteur à 15 ans, ou à 17 ans, ou à 30 ans. Aujourd'hui, on est tout à fait en capacité de déterminer vos compétences, par exemple, en lecture. C'est pas le cas en expression écrite. Donc, en fait, nous, on a développé vraiment tout un pan de recherche, notamment avec le CNRS, pour caractériser, en fait, l'écrit des enfants. Et en fonction de ce qu'ils écrivent, on est en capacité de générer des activités adaptées
à leur profil de scripteur. Donc ça, c'est unique au monde. Déjà unique au monde parce qu'on est les seuls à disposer de bibliothèques d'écrits d'enfants et être en capacité de copiloter en fait l'apprentissage de l'expression écrite pour les enseignants. Et ensuite, parce qu'on est les seuls en fait à proposer du sur-mesure pour tous ces enfants. Et quel que soit là où vous en êtes en expression écrite, eh ben en fait, on va vous accompagner. Notre vision, c'est de construire le Duolingo de l'écriture, c'est-à-dire de permettre demain un apprentissage du CP jusqu'à la fin du lycée, en fait, d'alimenter en permanence votre profil de scripteur pour, dans toutes les disciplines, en fait, en réalité, en biologie, quand vous faites un exposé, en maths, quand vous rédigez une consigne, à chaque fois que vous allez écrire, vous allez utiliser Plume pour progresser à chaque moment. Le sujet de l'expression écrite, c'est un sujet social, parce qu'en fait, il y a une directe corrélation entre le niveau en expression écrite d'un enfant et son niveau d'épanouissement scolaire. En fait, on construit un métalangage. Et Bernard Lahire nous explique très bien que, en fait, ce qui compte pour lutter contre le décrochage scolaire, c'est pas tellement en fait donner des cours en plus, etc. Ce qui va compter, c'est le rapport au langage, en fait. Notre rapport au langage détermine, en fait, la réussite scolaire qu'on va avoir. Dans l'organisation scolaire, il y a un point également très particulier. Vous parliez de la notion de communauté dans la première partie de l'émission. On va rester dans la même classe avec les mêmes camarades pendant... Oui. De l'entrée à l'école primaire jusqu'à la fin de l'école obligatoire, c'est ça? Alors, ça dépend, il peut y avoir des petites variantes des petites variantes dans les pays, mais oui, globalement, il y a le groupe classe qui est fondamental et il commence à se créer à 6 ou 7 ans, le début effectivement de l'école primaire selon les pays. Et en tout cas, il reste au moins... 3-4 ans avec la même classe, mais avec le même enseignant également. Tout le monde grandit ensemble. Tout le monde grandit ensemble, ce qui signifie aussi une surcharge de travail pour l'enseignant parce qu'il doit connaître les programmes de chaque année. Donc, voilà, c'est pas anodin côté enseignant. C'est un peu ennuyeux pour les enfants, parce qu'on aime bien parfois avoir des têtes nouvelles, hein, ou si je peux pas supporter les... Alors, certains disent effectivement qu'il y a un côté un peu monotone, mais c'est contrebalancé par le fait que c'est rassurant. Et donc là, on revient à ce sentiment de sécurité affective qui est fondamental. Et donc, voilà, ils sont comme dans un cocon dans la classe. Ils connaissent les gens, ils s'habituent. Et puis, il y a aussi une donnée importante, c'est qu'ils apprennent aussi à fonctionner ensemble, y compris avec ceux avec lesquels ils ne s'entendent pas. Et ça, c'est un apprentissage aussi pour la vie adulte, pour dire que après on sera amené à côtoyer, à travailler avec des gens qu'on n'apprécie pas. Alors, en note, il fallait que je vous parle aujourd'hui. Chez Educafi, en fait, j'ai créé un programme pédagogique ludique. Donc en fait, je rencontre les enfants une fois par semaine, en présentiel ou sous forme de classe virtuelle, à partir de 12 ans. Et l'objectif du programme, c'est de parler du passé, du présent, et également de l'avenir. On parle du passé parce que l'objectif, c'est de leur faire comprendre le comment du pourquoi. Pourquoi a été créée la monnaie? Pourquoi c'est essentiel dans notre quotidien aujourd'hui? Donc il y a par exemple un atelier, premier atelier, c'est sur le troc. Donc j'ai créé un jeu, voilà, où il y a différents groupes, donc ils sont 3 groupes de 2 ou de 3. Et là, donc ils ont... On échange quoi? On échange des coquillages. D'accord, c'est super, voilà. Des scarabées. Okay. Et on échange aussi des pièces de monnaie en métal, puisqu'en fait, ça correspond à différentes périodes de l'histoire. La période égyptienne, la période grecque, la période ancienne. Et du coup, ils apprennent comme ça l'histoire de la monnaie, le vocabulaire et également la notion de budgétisation, parce qu'ils ont un budget, ils ont par exemple un budget de 10 coquillages dont ils vont devoir se servir pour pouvoir faire vivre leur clan. Et puis après, il y a des questions qui leur permettent de comprendre toutes ces notions. Donc ça, c'est un atelier qui a beaucoup de succès. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT de l'éducation. Merci de nous avoir suivis en direct ou en replay. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Guillaume, pendant la coupure pub, vous avez fait une promesse. Demain, vous serez en rose pour Octobre Rose. Totalement. Eh bien, on a hâte de découvrir ça puisque je vous retrouverai avec Guillaume du coup demain. Et vous nous retrouvez évidemment sur le canal 217 sur Orange, 247 sur Free ou bien schooltv.com. Vous connaissez notre chaîne YouTube également. Aujourd'hui à la réal, c'était Romain Luc. Au son, Saïd Mamou. Au maquillage, Laure Audemont. Et à la rédac, Emma Ferré et Laura Gérard. Passez une excellente journée. À demain.